Hey, on voyait la fois précédente comment toute une partie de la psychiatrie a cherché une cause organique aux troubles mentaux. Mais à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, va se développer une psychiatrie clinique. Richard von Krafft-Ebing est un psychiatre germano-autrichien né dans la Confédération germanique en 1840. Fils de magistrat, il entame des études de médecine en Suisse et se spécialise en psychiatrie. Et passant d'institution en institution, il se dit « Mais ça ne permet pas du tout de comprendre la nature des problèmes !» Alors il va creuser de son côté, notamment sur le domaine de la sexualité. On le considère comme l'un des premiers sexologues au monde. Et on retient de lui qu'il a été parmi les premiers à parler de bisexualité et qu'il a inventé les termes de sadisme et de masochisme en référence au marquis de Sade et à Leopold von Sacher-Masoch. Mais son œuvre majeure, c'est le Psychopathia Sexualis, où il ambitionne de rédiger un manuel d'étude de la vie sexuelle sous des angles psychologiques, psychiatriques, physiologiques et juridiques. Il va particulièrement s'intéresser aux pathologies de la sexualité. Il en répertorie 4 types. La paradoxie, quand la libido est développée à un âge anormal, enfant, personne âgée. L'anesthésie, quand la libido est inexistante. L'hyperesthésie, quand la libido est excessive. Et la paresthésie, quand la libido est détournée de son but initial. Parce que oui, le travail de Krafft-Ebing repose sur l'idée que la libido a un but, la sexualité hétéronormale. Donc pour lui, le sadisme, le masochisme, le fétichisme, mais aussi l'homosexualité sont des perversions sexuelles. Sur l'homosexualité, qu'il considère héréditaire comme beaucoup de médecins de l'époque, il va la qualifier de phénomène étrange de la vie sexuelle. Il s'étonne qu'on puisse ne pas être attiré par l'autre sexe, voire même en avoir horreur, tout en ayant une attirance pour le même sexe. Précisons ici que Krafft-Ebing est dans une conception binaire du genre. Il raisonne en sexe masculin et sexe féminin. Et puisqu'il considère l'homosexualité comme une pathologie mentale, il va exposer plusieurs cas et expliquer comment il a entrepris de les soigner. Il cite une technique d'hypnose développée par Hippolyte Bernheim, la suggestion. Alors, vu de nos jours, dire qu'on suggère une idée, ce serait un peu trop édulcoré. Pour être plus proche, on pourrait parler d'une inception, comme dans le film, parce qu'il s'agit d'implanter une idée dans l'esprit du patient. Krafft-Ebing parle par exemple d'un jeune homme de 25 ans, issu d'une famille nerveuse, vous voyez là le poids de l'hérédité, et qui, suite à des convulsions dans son enfance, est resté maigre, émotif et irascible. À l'âge de 10 ans, il a commencé à trouver à son goût les valets de la maison. Et plus tard, quand arriveront ses premiers rêves érotiques, c'est tout de suite avec des hommes qu'il s'imagine. Et ces derniers temps, il est de plus en plus excité. Alors, il ne s'est jamais mis en couple avec un homme. Mais le simple frôlement d'un homme peut le faire frétiller, voire même le faire éjaculer. Oui, et je vous rappelle qu'on est en sexologie, hein. On dit les termes. Dis le terme. Tu vas me faire... Krafft-Ebing va le qualifier d'hermaphrodite psychique, dans le sens où il peut trouver une femme charmante, mais il a quand même une préférence pour les hommes. Et puis, voir une femme nue, ça l'excite pas tellement. Et c'est là que ça coince, parce que le bonhomme ne se masturbe pas et se refuse à avoir une relation sexuelle avec un homme. Et puisqu'il a une libido assez développée, depuis qu'il a 20 ans, il s'astreint à pratiquer le coït avec des femmes. Il arrive à aller jusqu'à l'éjaculation, mais sans en tirer de plaisir. Et puis, pendant 2 ans, les circonstances ont fait qu'il a dû s'abstenir. Il réglait ça en faisant des scénarios dans sa tête. Puis, quand il s'est remis à avoir des relations sexuelles avec des femmes, sa libido était plus faible, son érection aussi, et en plus il éjaculait précocement. En fait, c'est d'homme qu'il avait envie. Alors Krafft-Ebing va commencer la suggestion, et il nous livre les suggestions qu'il a faites à l'homme. Vous n'avez plus d'affection pour l'homme. Seule la femme est belle et désirable. Vous aimerez une femme, vous l'épouserez, vous serez heureux, et vous la rendrez heureuse. Vous êtes tout à fait puissant, vous le sentez déjà ? Et ces suggestions-là lui sont répétées chaque jour. Au bout d'une semaine, l'homme a pu avoir une relation sexuelle avec une femme et en tirer du plaisir. Et même il s'intéresse moins à un beau gosse qu'il avait repéré dans son hôtel. Mais il a toujours une préférence pour les hommes par rapport aux femmes. Et puis, au bout de 2 semaines, ils doivent interrompre le traitement. Résultat, il arrive à maintenir une érection, mais il est indifférent au sexe masculin et aussi, pour le moment, au sexe féminin. C'est tout pour le moment. Krafft-Ebing va aussi évoquer des situations où la suggestion a été, à ses yeux, un succès. Mais ce qu'il faut retenir, c'est comment la psychiatrie, telle qu'il la conçoit, met au cœur du traitement la relation patient-soignant. C'est quelque chose que l'on va également trouver chez un psychiatre français. Valentin Magnan est un psychiatre français.
né en 1835 à Perpignan. Il a d'abord fait ses études de médecine à Lyon, puis à Paris, où il était l'élève de Jules Baillarger et de Jean-Pierre Falleret. Donc le gars de la folie à double forme et le gars de la folie circulaire. Il va travailler au célèbre hôpital psychiatrique Sainte-Anne, dès sa création et jusqu'à sa retraite. Ce qui lui vaudra d'y avoir un pavillon à son nom. Celui qu'on surnomme le maître de Sainte-Anne va d'abord s'intéresser aux troubles causés par l'intoxication, que ce soit à l'alcool, à l'absinthe ou à la cocaïne. Puis il va travailler sur la paralysie générale décrite par Bale et sur les dégénérescences décrites par Morel, dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Pour lui, les dégénérés sont atteints d'une folie héréditaire. Dans ses leçons cliniques sur les maladies mentales, il va repenser la folie des héréditaires dégénérés de Morel. On est donc malade mental de naissance. Il va appuyer sa démonstration sur des cas pratiques et des preuves cliniques, le délire des dégénérés, leur perversion sexuelle et leur stigmate physique. Oui, parce que les dégénérés ont, pour Magnan, un délire qui leur est bien spécifique. Dans mon propre délire, dans mon propre délire, dans mon propre délire, dans mon propre délire. Ce qui les différencie, c'est l'apparition brutale des idées délirantes. C'est-à-dire que tout va bien dans votre vie, lorsque tout à coup, hop, le délire vous prend comme une envie de pisser. Ça peut se passer en quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Il peut changer de forme très rapidement. On passe de la mégalomanie à la persécution, puis à l'hypocondrie en quelques jours. Et puis, il va repartir comme il est venu. Krafft-Ebing, lui, parlera de délire primaire. L'apport majeur de Magnan, c'est cette idée de bouffée délirante, qui est une catégorie encore employée dans la psychiatrie française de nos jours. On l'a vu par exemple ressurgir avec l'affaire Sarah Halimi, cette dame juive assassinée par son voisin, prise justement de bouffée délirante. Nous aurons l'occasion d'en discuter puisque cette affaire a relancé le débat de ce qui est à l'intersection de la folie et du crime, celui de l'irresponsabilité pénale. La psychiatrie clinique poursuit donc le travail de classification présent dès les débuts de la psychiatrie. Elle préfigure d'autres disciplines comme la sexologie et la neurologie dont on a moins parlé ici. Ce qui fait que cette psychiatrie est clinique, c'est l'importance qu'elle accorde à l'observation et à la relation médecin-patient dans le soin. Nous verrons la prochaine fois une autre école qui a fait de l'observation pas seulement un outil pour le traitement, mais carrément un mode de formation pour les psychiatres et les curieux. À tantôt.